Bonjour, nous nous retrouvons pour le Midi circulaire de la construction, le dernier de 2024. Il est consacré au métabolisme urbain. Nous avons deux intervenants. Nous avons, cette fois-ci, je vais le faire à l'endroit, donc Benoît Ribon de Dinarcio et Tiernossi de l'aéroparc, de l'OIM Aéroparc, qui vont faire deux interventions complémentaires. Une qui va plus expliquer ce qu'est le métabolisme urbain et le deuxième qui va peut-être l'illustrer avec une initiative locale. Voilà pour la présentation. Est-ce que Anne, tu veux rajouter quelque chose? Bienvenue C'est à tout bon. le monde. Allez, bienvenue à tout le monde. Et puis voilà, je vais laisser Benoît nous parler de ce grand sujet qui est le métabolisme urbain. Eh bien, bonjour à tous. Je pense que vous voyez mon écran normalement. Donc voilà, j'ai à charge de vous introduire ce sujet de métabolisme. Je ne sais pas si vous êtes familier ou pas. Je vais commencer par me présenter. Donc, Benoît Ribon. Je suis ingénieur et docteur en aménagement du territoire et mes travaux de thèse en doctorat portaient justement sur la question du métabolisme territorial. J'ai soutenu en 2020 et j'ai créé Dinartio en 2021 avec l'objectif justement de rendre cet outil qui vient de la recherche beaucoup plus opérationnel et au service des collectivités. Et donc, j'ai créé avec mon associé Dinartio, qui est un bureau d'études donc spécialisé dans l'étude du métabolisme des territoires et des organisations. Alors, cette fameuse question du métabolisme territorial, qu'est-ce que c'est? Métabolisme, habituellement, on l'associe plutôt à un terme de biologie. On parle du métabolisme des organismes vivants. Là, je vous ai pris un ours, par exemple, mais son métabolisme, ça va être la quantité d'aliments qu'il a besoin de manger pour pouvoir vivre, toutes les transformations physico-chimiques qui se déroulent à l'intérieur de l'organisme, et puis tout ce qui en ressort. Voilà l'image globale du métabolisme d'un organisme vivant. Et en fait, un géographe a eu un jour l'idée de se dire, bah, en fait, cette définition, finalement, on pourrait presque l'appliquer à un territoire en s'imaginant un petit peu le territoire sur lequel on vit comme un énorme organisme qui a aussi besoin de ressources pour faire fonctionner son économie, du bois, du pétrole, etc. Et puis qui les transforme en déchets, en émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Alors là, je vous montre évidemment une vue d'artiste, mais qui a le mérite de faire un peu le parallèle. Si on va vers des vues un peu plus structurées, on aurait ce genre de représentation où on voit notre territoire comme un organisme, comme un système territorial qui va utiliser des ressources qu'il importe d'autres territoires ou qu'il extrait de son environnement, qui va stocker, transformer tout ça. Et puis derrière, il va y avoir à la fois des rejets dans l'environnement vers l'air, les sols, l'eau, ou éventuellement des exportations, que ce soit des déchets ou des produits finis vers d'autres territoires. Donc finalement, la définition, elle s'applique assez bien à un territoire. L'analogie en reste là. Le but, c'est pas de considérer le territoire comme un organisme vivant, mais c'est de poser un petit peu un cadre de compréhension pour connaître les dynamiques justement matérielles et énergétiques d'un territoire. Et donc finalement, si on veut un peu résumer cette définition, étudier le métabolisme d'un territoire, c'est ni plus ni moins qu'analyser les flux de matière et d'énergie qui sont mobilisés et échangés par les acteurs d'un territoire. On comprend bien que la définition est un peu longue et donc pour aller un peu plus vite, on parle d'études du métabolisme territorial, mais voilà, il y a vraiment un parallèle avec enfin, ce sont ni plus ni moins l'analyse des flux de matière. Alors, quand on parle de matière, ça peut être tout type de matière. En général, on classe ça en quatre catégories. On a la biomasse, on a tout ce qui est métaux et minerais métalliques, on a les minerais non métalliques, le gravier, le sable, et puis on a aussi les produits fossiles, le gaz, le pétrole. L'idée du métabolisme, c'est de réussir à construire un peu une vision d'ensemble de tous ces flux, mais dans certains cadres, dans certaines études, on va se focaliser sur certains flux en particulier. Si on prend le BTP, par exemple, on va évidemment avoir du bois pour la construction, on peut avoir aussi des éléments métalliques, et puis on a évidemment beaucoup de minerais non métalliques, mais voilà, ça s'inscrit dans l'ensemble de ces flux, donc on a différents types de matières. Et puis à la question, bah, qu'est-ce qu'on analyse en fait? Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va analyser plusieurs choses autour de ces flux. On va évidemment essayer de les quantifier. Alors, on les quantifie de manière physique en kilogrammes, en euros, en CO2 par exemple, ou en kilowattheures. Mais on peut aller s'intéresser à la répartition spatiale de ces flux sur le territoire. Où est-ce qu'ils ont lieu, etc., d'où ils viennent. On peut s'intéresser à la dimension temporelle, comment est-ce que ça évolue avec le temps.
Il y a une dimension logistique, comment ces flux sont transportés, est-ce qu'ils sont transportés par camion, par voie ferrée, par voie navigable? C'est aussi des questions qu'on va se poser quand on va étudier le métabolisme. Et puis évidemment, ces flux, c'est le résultat d'échanges entre les acteurs d'un territoire. Et donc, il est aussi important quand on va étudier le métabolisme d'aller décrypter ce jeu d'acteurs territorial. Donc, c'est vraiment plusieurs façons de voir un petit peu le même objet, d'aller comprendre comment les flux circulent et sont mobilisés sur un territoire. Alors rapidement, pour vous faire un petit peu la genèse, mais très, très brièvement, hein, pour vous dire que voilà, le concept remonte quand même, les premiers travaux de métabolisme remontent à 1965. C'était des travaux à l'époque dans des laboratoires de géographie. Mais petit à petit, on s'est aperçu que c'était un outil qui était quand même au service d'une meilleure compréhension des besoins physiques de l'économie. Et donc, il y a eu différents travaux successifs. D'abord au niveau européen avec Eurostat qui a mis en place la méthode Economy Wide Material Flow Account qui s'est petit à petit imposée. On a eu des travaux de Sabine Barle, qui est aujourd'hui la chercheuse très réputée sur ces questions de métabolisme, puisqu'elle est précurseuse en France, qui a travaillé à Paris et Île-de-France en 2007. Une institutionnalisation de la méthodologie à travers le Commissariat général du développement durable qui a réalisé un guide qui sert aujourd'hui de référence, on va dire, dans les études de métabolisme territorial. Et puis, si on zoome un petit peu sur la région Nouvelle-Aquitaine, il y a l'AREC de Nouvelle-Aquitaine qui a mené une analyse des flux de matière en 2020 sur l'année 2017. Et puis, il y a aussi la métropole de Bordeaux avec l'AURBA qui a lancé ce type d'études encore une fois, pour mieux comprendre les dynamiques. Je vous présente très brièvement une référence que je trouve très intéressante. Je n'ai pas le temps de faire évidemment le tour de tout ce qui a été réalisé en France, mais ce document-là, je mettrai le lien dans le chat après. Ce document-là est pour moi aujourd'hui la meilleure des références qui vient de l'Institut Paris Région, fait justement un peu le tour de toutes les démarches qui ont été menées en France et puis des grands enseignements qu'on peut en sortir. Je vais essayer de résumer ces quelques enseignements dans la suite. Donc maintenant qu'on a dit un petit peu c'est quoi le métabolisme d'un territoire, l'objectif c'est de savoir évidemment à quoi ça sert et comment on peut l'utiliser. Et en fait, c'est vraiment un outil qui est vraiment polyvalent dans le sens qu'il a de nombreuses applications. On va pouvoir évaluer d'une part les impacts environnementaux, hein, évidemment, quantifier le prélèvement des ressources dans l'environnement d'une part, quantifier les rejets dans l'environnement d'autre part. Donc ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble des impacts environnementaux de notre territoire. On va pouvoir aussi organiser l'économie circulaire. Si on a des actes, on sait qu'il y a des acteurs qui produisent tel type de flux, en particulier c'est des flux qui ont vocation à devenir des déchets, on peut peut-être les récupérer, mais pour ça il faut les connaître et donc il faut analyser les flux. On va pouvoir travailler aussi sur les questions d'aménagement du territoire pour améliorer la circulation des flux. Où est-ce qu'on place les équipements? Où est-ce que sont les infrastructures de transport et quelles sont-elles? Est-ce qu'on transporte tout par route? Est-ce qu'on a les possibilités de transporter les flux par voie navigable? C'est aussi des questions qu'on va pouvoir se poser à travers le métabolisme territorial. Des questions un petit peu plus prospectives qui sont d'anticiper les risques d'approvisionnement et de travailler sur la résilience des territoires. On sait que petit à petit, les ressources vont venir à manquer. Et la question est de savoir de quelles ressources est-ce qu'on dépend territorialement et est-ce qu'on peut un petit peu anticiper ces risques d'approvisionnement pour augmenter notre résilience. Et puis, une autre typologie d'application que je trouve très intéressante, c'est surtout que ça permet de favoriser le dialogue et de suivre les politiques publiques dans le sens qu'on pose un petit peu à plat les enjeux d'un territoire, on comprend mieux ses besoins en ressources, la consommation de ressources, et ça sert de base de discussion entre les acteurs pour pouvoir travailler sur une transition écologique. Une des grandes difficultés pour faire travailler les acteurs ensemble, c'est qu'ils puissent travailler sur une même base commune, qui est une certaine mise en intelligibilité du territoire, comme disent certains, c'est-à-dire qu'on comprenne le territoire pour travailler ensemble dessus. Et ben, cet outil de métabolisme, il sert aussi à ça. Voilà, je présente très brièvement et je cite en dessous un article que j'ai coécrit et qui détaille un petit peu plus ces applications et que je mettrai aussi dans le lien dans le chat. Alors, comment est-ce qu'on arrive à mettre en place une démarche d'étude du métabolisme territorial? En général, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est d'aller définir le périmètre. Quel est le territoire qu'on va étudier? Quels sont les flux qu'on va étudier? Comme je disais, la notion de métabolisme, en général, elle comprend tous les flux, mais des fois, pour des questions pratico-pratiques, on préfère se concentrer sur un type de flux. C'est tout à fait possible. Et puis, quelle est la période étudiée? Donc voilà, on pose déjà le périmètre, qu'est-ce qu'on veut connaître? On va essayer d'aller identifier, de collecter les données qui vont décrire tous les flux qui sont concernés.
Et puis, à partir de ces données, on va les analyser avec l'objectif de révéler des leviers d'action. Du coup, une fois que ces leviers d'action sont révélés, vient ensuite la phase de mise en action. Alors, le métabolisme territorial, c'est surtout une phase de diagnostic qui permet de poser les enjeux et qui permet d'accompagner l'action, mais ce n'est pas tellement la mise en action elle-même. Donc, c'est le volet numéro 4. Et puis, chose peut-être un petit peu importante aussi dans les études de métabolisme, c'est qu'on est amené à recueillir énormément de données pour pouvoir construire cette connaissance des flux et qu'il est généralement préférable d'y aller de manière itérative, c'est-à-dire de ne pas forcément aller chercher l'exhaustivité du territoire dans un premier temps, de plutôt travailler avec les meilleures données disponibles et identifiées facilement pour pouvoir révéler des premiers leviers d'action, mais aussi de considérer que c'est une connaissance itérative qui va avoir besoin d'être consolidée. Et donc, c'est des études qui se prêtent assez mal dans le one-shot. C'est plutôt des choses qui s'ancrent dans le long terme, de se mettre dans une démarche d'études et de travail sur le métabolisme territorial et qui va impliquer plusieurs cycles itératifs de connaissances pour aller vers une connaissance de plus en plus précise sur l'ensemble des matériaux et sur l'ensemble des filières. Voilà, donc cette slide, elle vise surtout à montrer voilà, le processus itératif qui, au fur et à mesure, révèle les leviers d'action et permet d'accompagner l'action territoriale. Alors, quels sont ces leviers d'action dont je parle? Et c'est l'objet de ma dernière slide, d'aller un petit peu dans le détail de concrètement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme levier d'action qui ressortent des études de métabolisme. Un des premiers leviers d'action, ça va être de nous aider à pouvoir dimensionner les filières de réemploi et de recyclage. On sait que dans certains territoires, on a la possibilité de récupérer des matériaux du BTP, par exemple, ou des recyclages, mais est-ce qu'il y en a assez pour déployer une filière? Ça, c'est une vraie question et il est nécessaire de connaître les volumes en jeu pour savoir si on arrive, s'il y a le potentiel de développer une filière et s'il n'y a pas le potentiel, comment on s'organise pour aller récupérer les matériaux à un endroit et les acheminer sur un autre territoire où les volumes sont suffisants. Donc ça, c'est un premier gros enjeu de réussir à dimensionner correctement les filières de l'économie circulaire. Une deuxième application, c'est la question de la mutualisation. On est assez classiquement dans l'économie industrielle, l'écologie industrielle et territoriale, où on va essayer de mettre en place des synergies, soit que plusieurs acteurs mutualisent leur approvisionnement auprès d'un même fournisseur et si possible local. Et puis, il y a aussi la notion de valorisation avec le fameux proverbe, les déchets des uns qui deviennent les matières premières des autres. Et pour réussir à mettre en place ces synergies, il faut révéler quand même à un moment donné l'existence des différents flux qui va permettre à différents acteurs de venir se greffer dessus, certains qui ont des flux à proposer, d'autres qui peuvent récupérer ces flux en tant que matière première. Il y a évidemment la définition des politiques publiques et du pilotage pour savoir quels sont les enjeux territoriaux, quels sont les objectifs de politique publique à mettre en place pour réduire la quantité de flux, qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qu'il n'est pas possible de faire. Ça, c'est aussi des éléments d'enseignement qu'on va pouvoir tirer des études de métabolisme. Je le disais un peu précédemment, mais je le répète, ce métabolisme peut être aussi un outil de débat entre les acteurs d'un territoire, entre les citoyens. En fait, on s'aperçoit souvent que quand on parle d'économie circulaire, une des premières questions qui vient sur la table, c'est quels sont les volumes en jeu. Et tant qu'on ne répond pas à cette question, on est toujours dans une phase de serpent qui se mord la queue. Est-ce que nos actions sont suffisamment efficaces ou est-ce qu'elles sont encore trop marginales? Et pour le savoir, il faut réussir à quantifier les flux et à mettre sur la table voilà, les flux qui circulent sur le territoire pour voir si nos actions sont à la hauteur ou s'il faut encore renforcer l'action des acteurs du territoire. Il y a la notion de valorisation, enfin de valoriser, mais plutôt de rendre visible ici que de valoriser les déchets. Là, on est plutôt mettre en visibilité. En fait, beaucoup de territoires ont des ressources locales et ces ressources locales ne sont pas forcément particulièrement bien valorisées. Elles sont très souvent méconnues et il n'est pas rare que certains acteurs ne trouvent pas des prestataires sur leur territoire alors qu'il existe et qu'ils fassent appel à d'autres. En connaissant mieux les flux qui circulent sur un territoire, on arrive aussi à mieux mettre en avant les ressources du territoire et donc de pouvoir les valoriser et les faire connaître. Et puis un autre élément qui est très important dans le métabolisme, on parlait de la circulation du flux et de comprendre les enjeux d'un point de vue logistique. Si on veut mettre en place l'économie circulaire, on va avoir besoin d'équipements particuliers, des plateformes de réemploi, par exemple pour les matériaux de construction, tous les équipements de collecte et de traitement des déchets,
les nœuds logistiques qui permettent le transbordement entre la voie fluviale et la voie ferrée et la voie routière. Tout ça, c'est des équipements qui sont évidemment extrêmement nécessaires pour fluidifier la circulation des flux. Et pour pouvoir les mettre en place, il faut savoir quels sont les flux qui potentiellement peuvent être amenés à transiter par ces infrastructures et ces équipements pour pouvoir définir où est-ce qu'on installe ces infrastructures afin de fluidifier un petit peu les flux. Voilà, j'avais un quart d'heure, j'ai respecté pile poil le temps imparti. Voilà, l'objectif, c'était vraiment de vous montrer entre la notion théorique et comment on arrive à mettre ça en opérationnalité petit à petit et le potentiel d'action possible grâce au métabolisme territorial. Merci pour C'était votre brillant. attention. C'était brillant. Effectivement, un quart d'heure, Merci. c'était effectivement très très bien. Très difficile comme exercice de synthétiser ce sujet-là et lui donner un petit peu de champ sur comment utiliser cet outil-là. Ben, en fait, ça va nous faire glisser vers Tierno, qui lui a une application, alors peut-être plus ciblée, mais en tout cas qui nous permettra de bien illustrer finalement de comment cette démarche-là peut s'intégrer sur un projet, comment dire, donné, en fait, d'aménagement donné. Je te laisse la Parfait. parole. Ouais, merci beaucoup David et merci pour cette présentation qui a été plutôt assez complète. Donc moi j'ai présenté une application du métabolisme qui est faite sur un territoire de projet. Alors juste rappeler qu'on est vraiment aux prémices de la démarche donc qu'on a commencé à peine l'année dernière. Donc l'objectif c'est que je présente très rapidement donc le territoire de projet sur lequel on travaille donc et les enjeux de ce territoire pour faciliter donc la compréhension de cette démarche nous que nous avons portée au sein de l'OIM. Hop, donc tac, hop, ouais. Ouais, donc l'OIM Bordeaux Aéroparc, comme je le disais, c'est un territoire de projet. Donc il s'agit d'une opération d'intérêt métropolitain, donc ou autrement dit un territoire stratégique de développement économique au sein de la métropole de Bordeaux. Donc il a été créé en 2015 et sur la métropole, par exemple, on en a deux autres. Donc il y a l'OIM Bordeaux Innocampus, l'OIM Arc Rive Droite et l'OIN, donc l'opération d'intérêt national Euro-Atlantique qui est un peu plus connue. Donc pour en revenir sur l'OIM BA, c'est un territoire de projet qui a été créé en 2015, comme je disais, avec pour objectif de développer la filière aéronautique, spatiale et défense. Donc en s'appuyant sur un écosystème qui était déjà existant et qui est marqué par la présence des grands groupes comme Thales, Dassault, Ariane, etc. Et donc l'objectif, c'était de conforter cette filière sur le territoire et aussi de permettre l'installation d'entreprises de haute valeur ajoutée, mais également des sous-traitants, des acteurs de l'ASD. Et pour donner quelques chiffres sur le IM, donc au départ, on était sur 2500 hectares et répartis sur trois communes, donc Mérignac, Le Haillan et Saint-Médard-en-Jalles. Puis il y a eu des extensions successives, et puis avec la plus récente en 2024 sur la commune de Martignas. Donc, ce qui fait que l'OIM totalise aujourd'hui 3451 hectares. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est environ 70% de la ville de Bordeaux, de la superficie de la ville de Bordeaux. Donc c'est un territoire qui est plutôt conséquent. En matière économique, le territoire compte environ donc 50 000 emplois avec 3 500 établissements. Et donc, on peut voir avec ces chiffres qu'on est sur un territoire qui est plutôt très dynamique, donc avec près de 10 000 emplois qui ont été créés donc, depuis 2015. Mais malgré cette attractivité, en fait, le territoire reste aujourd'hui confronté à un certain nombre de problématiques structurelles qui, on va dire, obère un peu sa dynamique. Et pour en citer quelques-unes, c'est une attractivité, donc c'est une rareté et la cherté des emprises foncières. La présence également de milieux naturels, donc à fort enjeu écologique qu'il faut préserver. Des difficultés d'accès, mais également un environnement urbain qui est peu qualitatif à certains endroits. Et c'est ce qui nous a amené, nous, au sein de l'OIM, à élaborer en 2021 une feuille de route donc, pour la transition de ce territoire. Et l'objectif principal de cette feuille de route, c'était d'arriver à concilier notre développement économique avec la protection et la valorisation de l'environnement pour arriver à un territoire qui soit sobre, donc décarboné, inclusif et productif, et en lien notamment avec le plan climat, air, énergie, donc à l'échelle métropolitaine.
Et d'ailleurs, cette stratégie, elle a été retranscrite dans des chartes de développement durable. Donc, on a élaboré trois chartes donc, pour accompagner les entreprises durant toute leur durée de vie sur le territoire. Donc, charte projet vertueux lors de la phase conception, chantier vertueux lors de la phase réalisation et pratique vertueuse une fois que l'entreprise est installée. Donc, ces chartes sont composées d'un ensemble de prescriptions sur toutes les thématiques pour outiller les entreprises sur les différents volets de la transition. Et l'objectif de ces démarches, c'était également d'embarquer les entreprises, nous, dans notre politique de transition. Et cette feuille de route, comme je le disais tout à l'heure, comporte plusieurs thématiques prioritaires, parmi lesquelles donc, la thématique des matériaux. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous sommes sur un territoire qui est très dynamique avec d'énormes flux qui sont générés par les chantiers qui sont sur le territoire. Et c'est là, en fait, qu'intervient notre étude, nous, de métabolisme urbain. Alors, le métabolisme urbain, comme l'expliquais tout à l'heure, donc ça concerne plusieurs thématiques, mais nous, dans le cadre de notre étude, on va dire c'est toutes les fonctions qui sont nécessaires au fonctionnement d'un territoire. Mais nous, dans le cadre de notre étude, nous avons décidé de nous focaliser sur les flux de matériaux. Donc, au moins pour la première phase. Et nous avons organisé pour cela donc plusieurs ateliers avec les acteurs du territoire, donc les industriels, les promoteurs, les usagers, etc., pour une co-construction de la vision sur la bonne gestion des matériaux. Et les objectifs de cette étude, donc pour rappel, c'était d'analyser à la fois les flux, donc à la fois les flux géographiques, mais également les flux temporels, de quantifier les gisements de matériaux, donc des différents chantiers, donc d'identifier les potentiels de réemploi et les solutions proposées au niveau local. Et cette première phase nous a permis d'avoir une visibilité sur la quantité des matériaux, les flux, les impacts sur le territoire, mais également des impacts qui sont phasés et territorialisés. On va dire qu'on pouvait avoir une photographie du territoire par quartier, comme vous pouvez le voir sur la carte qui est au milieu. Les projets qui sont attendus, la quantité des matériaux par type à la fois pour le gros œuvre et pour le second œuvre. Et à la suite de cette première phase, nous avons opéré donc quelques choix stratégiques. Donc, pour les projets immobiliers, le choix a été fait de réaliser donc des fiches gisements donc pour les matériaux de construction. Donc, il s'agissait de donner avoir aux acteurs privés en fonction de leur projet, de leur localisation, des solutions locales qui existent pour recourir à des matériaux réemployés et pour ainsi favoriser la circularité, la circularité des matériaux sur le territoire. Et également réduire l'impact des flux liés au transport donc des matériaux. Donc, ces fiches aujourd'hui sont en cours de réalisation et seront par la suite transmises aux porteurs de projets sur le territoire pour les inciter donc davantage à recourir au réemploi dans leur projet. Et il s'agissait également pour le l'OIM de s'appuyer sur la dynamique immobilière du territoire pour booster leur emploi dans les projets neufs. Car juste pour donner un chiffre sur le l'OIM aujourd'hui, à l'échelle 2030, c'est environ 400 000 m² de STP qui sont attendus. Donc, c'est plutôt assez conséquent de projets neufs. Et donc, pour la deuxième phase, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, nous avons décidé d'orienter cette deuxième phase de l'étude sur les projets donc, d'infrastructure, donc sur la question notamment de la valorisation des terres, car autant pour les projets privés immobiliers, donc on ne peut qu'inciter les acteurs donc, à faire avec ces fiches gisements qu'on va produire. Autant pour les projets d'infrastructure, la métropole peut agir davantage et se montrer plus exemplaire. Et il s'agissait aussi, donc c'était une occasion pour nous de faire de l'OIM un territoire exemplaire en matière de gestion des matériaux. Et c'est là, du coup, l'objectif, c'est là tout le sens de cette deuxième phase qui vise d'abord, on va dire, à recueillir l'ensemble des données quantitatives sur nos projets d'infrastructure et ensuite d'en faire une analyse qualitative afin d'identifier et de proposer donc des solutions de mise en œuvre de boucles d'économie circulaire donc entre nos différents projets publics et maximiser les quantités de matériaux réemployés. Donc c'est là le premier objectif donc sur la question des terres excavées.
Le deuxième objectif sera de se poser des questions sur les excédents de matériaux qui ne sont pas réemployés. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour éviter que cette ressource nous échappe donc sur le territoire? Donc, il y a plusieurs hypothèses qui sont possibles. Est-ce que sur le territoire ou sur un périmètre proche, il y a assez d'acteurs qui sont capables de valoriser ces déchets et d'en faire une nouvelle ressource? Auquel cas, le rôle de la métropole se limitera à un travail de structuration et de coordination. Donc, ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas assez d'acteurs et la métropole doit elle-même porter cette mission pour amener à la valorisation? Donc, c'est ce qui nous permettra de savoir cette deuxième phase de l'étude avec des préconisations qui seront faites, bien sûr, sur le montage juridique, sur le mode de fonctionnement, sur les conditions d'accès à cette plateforme, etc. Et il y aura aussi par la suite, bien sûr, tout un travail sur l'écriture des marchés publics, donc pour garantir le recours à cette future plateforme qui devra faire, donc bien sûr, présenter des garanties en termes de qualité des matériaux, mais également de quantité suffisante, etc. L'objectif de cette deuxième phase, pour résumer, c'est de montrer aux acteurs privés que c'est possible, si on y met de la volonté. Et aussi, surtout pour nous, de voir à l'échelle de nos propres projets publics quels sont les efforts que la métropole peut faire d'abord pour employer au maximum, mais également de travailler sur ces boucles d'économie circulaire, pas uniquement sur un seul projet, mais sur l'ensemble des projets d'infrastructure. Comme vous pouvez le voir sur la carte, on a un territoire qui est maillé par un grand nombre de projets. Donc, comment à l'échelle de ces projets, on peut mettre en place des boucles d'économie circulaire pour maximiser leur emploi? Et sur cette quantité excédentaire qui ne sera pas réemployée, soit parce que les terres sont trop polluées, soit parce qu'ils ne sont pas en bon état, quelles sont les capacités de valorisation aujourd'hui? Et la deuxième phase de l'étude qu'on a lancée nous permettra de savoir les solutions qui sont les plus à même pour répondre à cette problématique. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le l'OIM Bordeaux Aéroparc et sur notre démarche métabolisme urbain avec des résultats qui sont attendus d'ici la fin du premier semestre 2025. Voilà. Merci infiniment, l'appareil concis, clair, articulé. Et donc c'est le moment des questions. J'imagine qu'il y a pas mal de gens qui bouillonnent pour poser des questions. Et donc voilà, c'est à vous. Qui c'est qui, limite, vu qu'on n'est pas très nombreux, peut-être que vous pouvez lever la main éventuellement et poser des questions. Soyez pas timide, hein, sinon c'est moi qui ai posé les questions. Mhm. Jonathan? Oui, bonjour à tous. Bon, j'en prouve. Moi, ça s'adresse particulièrement à Benoît. Dans le cadre d'études de faisabilité, on établit toujours un diagnostic territorial, que ce soit sur les matières, le foncier ou autre. Donc, je pense par exemple à l'implantation de matériothèques ou autres. Et dans beaucoup de territoires particulièrement à faible densité, on a très peu de données. Donc, on va avoir tendance à utiliser des données régionales, nationales et à en faire des extrapolations selon ce qu'on sait de ces bassins-là. Et j'aurais aimé savoir si tu avais, Benoît, des ressources, des sources qui peuvent être intéressantes dans ce cadre-là, quand justement on manque de données pour cette analyse-là. Donc voilà, sur une précédente étude, Alicia, ici présente, avait été force de ressources en termes d'emploi d'éléments en lien à la construction. Mais voilà, c'est des choses où vraiment on se cogne souvent à des murs dès lors qu'on sort de grosses agglomérations où les données sont foison. Alors, malheureusement, j'ai pas de enfin, pas de réponse miracle parce qu'effectivement, comme tu le dis, la question des données, c'est le nerf de la guerre des études de métabolisme. C'est-à-dire qu'il nous faut de la donnée pour réussir à l'avoir et cette donnée, alors, il y a déjà beaucoup de données qui existent qui permettent de tirer de nombreux enseignements et je pense que la donnée existante est aujourd'hui sous-valorisée. On peut déjà lui faire dire pas mal de choses. Mais effectivement, il y a des gros enjeux dans le management du territoire de rassembler, de constituer cette donnée, ce qui est un petit peu un travail de fourmi. Donc, on est toujours un petit peu obligé de jongler entre la donnée disponible, des modèles un peu généraux
Et une troisième facette, ce serait de travailler pour renforcer cette donnée, mais ce qui oblige à bien se coordonner avec les acteurs d'un territoire. Il faut... J'en profite pour faire un peu le ping-pong parce qu'effectivement, je pense que tu as eu l'occasion de le dire, Benoît, mais du coup là, tu as renforcé. Le vrai sujet, c'est celui de la donnée. Mais en gros, Tierno a apporté un bout de regard par rapport à ça. C'est que ça dépend pourquoi on en a besoin et quel est le demandeur et avec quel objectif. Et du coup, Tierno, lui, peut-être que tu peux répondre justement sur le fait que vous êtes allé chercher la donnée parce que vous aviez Mm. justement un objectif stratégique. Et en fait, nous, du coup, sur le territoire de l'OIM, on va dire, c'était sur la question de la donnée, c'était moins compliqué parce qu'on a un observatoire qu'on suit tous les ans avec l'ensemble des PSA qui sont déposés, l'ensemble des projets qui sont envisagés. Donc, on a une visibilité sur le territoire, sur les projets qui sont attendus. Et donc, étant donné que nous, on s'était orienté plutôt sur la question des matériaux, donc en fonction des projets, que ce soit industriel, que ce soit des locaux d'activité ou des bureaux, vous pouvez savoir à peu près donc le gros œuvre, est-ce que c'était plutôt du métal, est-ce que c'était du béton, est-ce que c'était du bois. Donc c'est des données qu'on avait grâce à notre observatoire et c'est comme ça qu'on a ventilé en fonction de ce qu'on recherchait. C'est que ce qui n'est pas le cas, par exemple, j'ai mon collègue qui va lancer l'étude métabolisme à l'échelle de toute la métropole. Pour lui, c'est plus compliqué parce qu'il n'a pas malheureusement ces données précises que nous avons nous à l'échelle de l'OIM. Mathilde, je pense que tu veux rebondir. Oui, c'est sympa. Vous m'entendez bien? Parfait. Je voulais juste savoir comment s'appelait cet observatoire. Est-ce qu'il était public par rapport aux données qu'on peut avoir avec la CERC notamment? Non, Merci. malheureusement, c'est privé. C'est un outil de travail interne de l'OIM. Eh oui, merci. Alors, je vais rebondir sur ta question quand même. C'est est-ce que de temps en temps, en fait, vous travaillez quand même avec la CERC pour pouvoir alimenter des macrodonnées malgré tout? Parce que je pense que la CERC aurait besoin, enfin, je dirais, de compiler au moins des macrodonnées sur certains sujets comme ça. Donc, est-ce que c'est envisagé? Voilà. Alors, on travaille plutôt avec l'AURBA ou le CBRE Ouais, et on n'a pas encore eu l'occasion de travailler avec la CERC. ok. C'est envisageable éventuellement? Pourquoi pas? Faut que Ouais. Bon, je reboucle avec mes collègues, ouais, mais ou ma directrice, mais ouais, pourquoi pas? Dès lors que ouais. ça sert à enrichir la donnée, je pense qu'il n'y aura pas de complexité. Donc, Oui, ça bah peut. Alicia On est va- dans l'emploi. Peut-être que tu veux rebondir, Alicia, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te taguent. Oui, j'allais dire bah, avec plaisir hein, pour qu'on échange. Moi, c'était un peu la question de Mathilde que j'avais, c'était à quel point est-ce qu'on pourrait avoir accès à ces Hmm, informations ou à quel point on pourrait nous vous en apporter aussi dans votre étude là hmm, sur tout ce que vous disiez sur les plateformes pour revaloriser. Peut-être qu'on a des informations. N'hésitez pas tout à à fait. revenir vers moi. On pourra peut-être échanger un peu à ce sujet. Avec plaisir. De toute façon, de manière générale, aujourd'hui, la CERC est quand même identifiée comme étant un axe, comment dire, de centralisateur d'un certain nombre de données. Hmm. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour tous les gens qui produisent de la donnée d'au moins travailler avec. Alors peut-être qu'Antonia va apporter un plus. Tout le monde. En fait, merci pour ces présentations, c'était très, très clair et très concis. Merci. En fait, j'avais aussi une question par rapport à pas tellement apporter plus, c'était vraiment me demander si dans le cadre de ces études, notamment, Thierno, j'ai entendu parler de terre excavée, de valorisation éventuelle, est-ce que l'étude permet aussi de voir comment réduire à la base, dans les permis de construire, l'utilisation de matériaux? C'est-à-dire terre excavée, selon, le type de projet que l'on fait, on peut produire plus ou moins de terre excavée. Oui, Est-ce qu'il y a une enfin, alerte? pas spécifiquement, mais là, vu qu'on est sur nos propres projets publics, c'est pas vraiment des permis de construire, donc on est 100% sur des projets donc, d'aménagement, sur des projets d'infrastructure. Donc, et l'avantage, c'est qu'on est également sur des voiries qui sont plutôt existantes. Donc, c'est soit des élargissements de voies, soit des rallongements de voies. Donc, l'impact est moindre que si on crée des nouvelles voies, donc avec par exemple sur des milliers qui sont 100% naturels. Il y a pas un volet spécifique sur la réduction des terres excavées, mais l'objectif, bien sûr, comme je disais, c'est d'être le plus exemplaire possible et de produire le moins de déchets possible pour en avoir le moins à revaloriser.
Oui, je pensais notamment à la réalisation de parkings souterrains, des choses comme ça. Voilà. Dans le cadre des projets d'infrastructure, c'est compliqué, mais par Et exemple, je sais que enfin, nous, dans les projets immobiliers, là, qu'on fait passer du coup un atelier de projet pour s'assurer de la qualité urbaine des projets, on pousse au maximum les porteurs quand c'est possible, hein, parce qu'on est quand même sur un territoire avec beaucoup de zones humides, donc c'est compliqué. Dans la mesure du possible, de mettre en place des parkings souterrains pour éviter d'avoir des nappes partout, ce qui n'est pas très confortable notamment en été avec des îlots de chaleur. Mais notre principale complexité, c'est à la fois sur la nature du sol qui est plutôt humide, mais on a aussi parfois des projets industriels qui malheureusement ne peuvent pas se faire en hauteur, donc ils sont obligés d'être en rez-de-chaussée, donc compliqué de glisser un parking souterrain. merci. C'est bien, on rentre un petit peu dans les détails de certains sujets. Mm. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je voulais juste rebondir à ce qui se disait juste avant, et notamment l'observatoire de Thierno. Et je Mm. trouve que enfin, d'expérience, ça me semble être le format le plus adapté pour porter des études de métabolisme. Mm. C'est-à-dire les collectivités, quand elles le portent seules, elles manquent des fois un petit peu l'appui des acteurs. Et si on veut aller pousser très loin, effectivement, dans la compréhension des flux, il faut forcément des partenariats multi-acteurs, aussi bien publics que privés. Et les observatoires sont peut-être le cadre qui permet justement de faire dialoguer et faire échanger les données. Et donc, c'est un bon moyen voilà, de réussir à mener les études que de constituer l'observatoire qui permet cela. Mm. Et le deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir aussi, c'est sur la notion de la comptabilité et notamment des projets publics. En fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de données qui existent à travers les facturations, à travers les éléments qui nous permettent de quantifier les flux de matière, mais ces données, elles sont rapidement inaccessibles. Et il y a peut-être un gros rôle à jouer aussi des acheteurs publics en particulier de maîtriser la donnée avant même la passation de l'appel d'offres, de faire de ce point de reporting des données, de volumétrie des différents matériaux, un des livrables des projets, de manière à justement pouvoir derrière retravailler avec des données fiabilisées et qui peuvent servir dans le cas général. Sinon, on se bat toujours effectivement à récupérer la donnée si elle n'a pas été prévue en amont en quelque sorte. Antonia, peut-être que tu veux Oui. rebondir sur ça, Oui, forcément. oui, par rapport à ça, effectivement. Nous, on travaille sur, non pas une étude métabolistique du territoire, on a fait une étude expérimentale sur quels sont justement sur le territoire du Pays Basque les synergies entre acteurs du BTP. Et on a commencé par le sujet du béton, voilà. Et autant constituer justement cette toile, on l'appelle toile du béton, cette toile des acteurs et des flux entre eux, c'est jouable. Autant les flux échangés entre eux, c'est assez compliqué. Alors, moi, j'utilise des alternatives, des indicateurs nationaux qui ont été utilisés par l'ADEME déjà en 2011 pour savoir un bâtiment produit tant de type la construction produit tant de types de matériaux, quel type de matériaux, ou voir la réhabilitation, la déconstruction, la démolition, etc. Donc ça, c'est des indicateurs dont on dispose. Autant se rapprocher des collectivités, leur demander combien de mètres cubes, en tout cas les collectivités de notre territoire des Pyrénées-Atlantiques, hein, combien de mètres cubes de commandes elles passent par an. C'est des données encore sur lesquelles elles n'ont pas de recul, étonnamment. Et donc, à travers les spazers, les schémas d'achat durable, c'est des choses qu'elles vont mettre en place, mais pour l'instant, on ne les a pas forcément. Et l'autre chose, quand on s'adresse aux acteurs privés, alors c'est des données qu'ils ne souhaitent pas forcément, ou ils nous donnent, ou ils nous disent de ne pas les communiquer, parce qu'il y a aussi, on est dans une activité fortement concurrentielle. Voilà. Mm. Donc on est à la fois confronté aux données des collectivités qu'elles n'ont pas encore à ce jour, enfin, elles n'ont pas vu l'intérêt, en tout cas jusqu'à présent, de se pencher là-dessus et les données des acteurs privés qui, eux, veulent pas les donner comme ça tant que les autres n'ont pas lâché le morceau. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. Bah, merci pour ce retour. C'est vrai qu'on sent qu'on est un peu au milieu du gué, même pas au milieu, on est peut-être même au début du gué sur ces sujets-là. Est-ce que... Ouais, Tierno, tu voulais dire quelque chose? Non, non, même pas. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le sujet où on va conclure?
En tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est que finalement, en creusant un petit peu ce sujet-là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Très certainement qu'il y aura une seconde activité en 2025 sur le métabolisme urbain, parce que clairement, c'est un sujet qui est intéressant, où il y a d'autres acteurs, où il y a des projets qui avancent, hein, notamment, on parlait d'étoiles de Antonia, mais voilà, il y a des sujets qui avancent également sur d'autres territoires également, qui prennent parfois pas tout à fait le même nom que métabolisme urbain, mais en gros on est sur des démarches de IT++, ou de structuration territoriale, de filières, etc. Et donc certainement qu'on aura d'autres choses à en dire. Je vous propose de conclure ici. Est-ce que Anne, tu voulais conclure avec quelque chose ou on conclut ici? On peut donner le prochain rendez-vous 6 janvier Ouais, exactement. Donc on est en train de pour de la travailler avec... rentrée. Ouais, tout à fait. On est en train de travailler avec Anne sur l'agenda 2025 qui n'est pas complètement calé, mais on essaie de caler un 6 janvier avec, on l'espère, la présentation du projet Spirou, dont la plupart d'entre vous ont entendu parler, et également la présentation des outils Spirou qui sont très très importants sur le territoire. Ça nous fait un petit hommage parce que du coup, l'année dernière, Mathilde, elle avait prévu la présentation des outils FCRBE. Et donc là, c'est un petit hommage. Là, c'est les outils Spirou qui seront présentés, avec notamment des fiches matériaux, donc en gros qui peuvent intéresser pas mal de gens, mais également ce que plein d'entre nous ne savaient pas à ce point-là, c'est aussi pas mal d'outils pour les plateformes qui vont émerger, qui sont très intéressants. Et donc, on espère que ça va vous intéresser. Donc le 6 janvier, je ne sais pas si on aura le temps de faire une com de qualité, mais comme ça on vous le dit là, d'ores et déjà. Et on n'a pas encore les accords, mais on espère qu'on aura des réponses positives. En tout cas, la demande a été faite auprès du CSTB. Et on va conclure sur ça et on va vous dire au revoir et on va vous dire à l'année prochaine. Mm. Passez d'excellentes fêtes et entre-temps, ben voilà, on peut se contacter pour avancer sur ces sujets-là. Très À bientôt. bientôt. Au Au mois Merci de à revoir. décembre. tous. Au revoir. Au revoir.